Fabienne Keller, vous avez vécu 2 ans aux États-Unis. Alors, je vais vous poser une première question sur cette visite d'État d'Emmanuel Macron qui est arrivé hier là-bas. Beaucoup de protocoles, une proximité affichée avec Donald Trump. On le voit sur ces images. On en a parlé avec Denis Jambard dans la première partie de cette matinale d'info. Beaucoup d'apparat. Mais qu'est-ce que vous attendez réellement de cette visite, vous qui connaissez bien les États-Unis? Alors, les Américains, les États-Unis, c'est un grand pays allié. Il est donc essentiel, au-delà de la personnalité du président américain, que les Américains ont choisi démocratiquement, de garder des liens d'amitié forts. Il faut se souvenir que dans les moments d'histoire difficiles, Première, Deuxième Guerre mondiale, c'est les Américains qui nous ont libérés. C'est eux qui sont un des pays majeurs de l'OTAN. Et donc, dans les grands dispositifs de sécurité mondiaux, ils sont une pièce essentielle. Sur la question du contrôle de l'arme nucléaire aussi, il faut arriver... L'accord iranien. C'est la question de l'accord iranien, c'est la question de la situation en Corée. Il faut arriver à un accord avec eux, c'est pas simple. On a vu les tweets du président Trump, mais je crois que Emmanuel Macron, de manière visiblement très habile, ouvre le maintien, le dialogue. Vous saluez la manière dont Emmanuel Macron célèbre cette amitié franco-américaine. Ça vous convient ? Je crois que c'est vraiment fondamental. À nouveau, au-delà de la personnalité que nous n'apprécions pas beaucoup en Europe, du président Trump, son côté très fantasque, sa manière de faire de la diplomatie par tweet, qui n'est pas du tout, posée et construite, mais il est aujourd'hui le président d'un grand allié. Donc il y a une forme de pragmatisme bien géré avec l'apparat. On peut se rappeler qu'il a invité Trump au 14 juillet. Et qu'il a salué au-delà de lui. Vous vous souvenez, les Américains. Oui, mais il a mis en scène des personnes, des soldats américains en tenue d'époque, pour bien montrer que c'est le peuple américain qu'il saluait à travers le président. Marianne Mancini. Autre sujet, puisqu'en France, les contestations se multiplient. Fabienne Keller, SNCF, Air France, les universités. Et malgré cela, Emmanuel Macron maintient le cap. Il répète qu'il ne fléchira pas. Est-ce qu'il est sourd face à la colère ? Je crois qu'il est déterminé à réformer la France. Et pour ma part, avec mes collègues du mouvement Agir, que nous venons de créer, nous soutenons cette volonté de réforme. La SNCF, par exemple, ça fait 25 ans que les Allemands ont changé le statut de leur société de chemin de fer, qu'ils ont adapté le statut des personnels, qu'ils se sont engagés dans une modernisation de leur réseau. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut moderniser, parce que l'objectif, je crois qu'il est partagé, c'est d'avoir plus de trains sur nos rails. Nous avons 2 formidables réseaux, le réseau classique et le réseau TGV. Il faut pouvoir faire circuler des trains moins chers qu'aujourd'hui, parce que c'est important pour l'environnement, pour les émissions de gaz à effet de serre, pour les universités, pour voir ce qui se passe à Strasbourg d'assez près. Ce sont des mouvements plutôt minoritaires. Le président de l'université de Strasbourg a déjà fait le sondage auprès de tous les étudiants que le président de Grenoble fait, je crois, aujourd'hui. Il faut laisser ces étudiants sérieux passer leurs examens dans de bonnes conditions et discuter, certes, avec ceux qui occupent les lieux, mais en respectant ceux qui étudient vraiment. Je reviens sur les cheminots. 11e jour de grève aujourd'hui. Une réunion ce soir pour voir s'ils prolongent pendant l'été. Alors Jean Jaurès disait il faut savoir sortir d'une grève. Comment en sortir de celle-ci ? Alors, bien sûr, il faut que le dialogue se rétablisse. Il a été interrompu de manière un peu volontaire par M. Martinez, qui a marqué il était dans les DNA ce matin. Un coup d'arrêt à la discussion. Moi, je forme le vœu qu'il accepte de reprendre les discussions. Je voudrais rappeler que le nouveau statut qui sera proposé aux nouveaux entrants sera le statut général des transports publics. C'est un statut qui est assez protecteur aussi. Il y a certes certains aspects sur la retraite notamment, ou les services de santé qui ne seront plus maintenus, mais dans un objectif d'égalité entre des professionnels qui assurent des missions proches. Pour vous ? Je la trouve très dure, très longue. Il faut être prudent parce que, il faut que les salariés de la SNCF prennent en compte le fait qu'ils sont en train un peu de pousser les gens à trouver d'autres solutions de transport, les bus, le covoiturage, malheureusement pour beaucoup retrouver la voiture. Donc ce qu'on a construit dans de longues années de développement du ferroviaire en Alsace, on a très tôt développé les lignes régionales, c'est-à-dire des gens qui vont au travail, aux études, non plus en voiture, mais en utilisant les transports publics. On est en train de les détricoter, et je crois que si
le nombre de grévistes recule progressivement, c'est bien qu'il y a une grande partie des salariés de la SNCF qui prennent conscience que l'outil, certes, n'est pas parfait, qu'il doit être réformé, mais qu'il a quand même de grandes qualités qui méritent d'être préservées. Et la clientèle qui a confiance mérite d'être épargnée de cette grande difficulté quand même. Ça devient un sudoku. Moi, par exemple, pour organiser mes trains, faut devenir très concentré sur tous les logiciels disponibles pour savoir quel train circulera. Fabienne Keller, on va parler de la loi Asile et Immigration, Oriane Mancini. Oui, voté dimanche soir à l'Assemblée par 228 voix contre 139. Projet de loi qui sera examiné au Sénat au mois de juin. Est-ce que vous le voterez ? Oui, je partage l'équilibre de ce texte Asile-Immigration, comme l'ensemble de mes collègues cofondateurs d'Agir, les constructifs. Nous pensons en effet qu'il est indispensable que les règles, là aussi, c'est le même sujet que pour les universités tout à l'heure, que les règles soient respectées, mais nous proposons d'améliorer très significativement le traitement des demandes d'asile. Aujourd'hui, on a des délais trop longs, on cite 9 mois, 12 mois pour la première demande, c'est pas possible. Ils sont sur le territoire, les familles, les personnes demandeurs dans des situations qui ne sont pas acceptables. Et après la décision, après le recours, que la mesure soit appliquée. La Cour des comptes a montré que seulement 6% des personnes déboutées sont effectivement reconduites à la frontière. Donc oui, d'accord avec le texte, mais il y a, au-delà de la loi, une question d'application des mesures. Et puis, deuxième volet, il faut renforcer les dispositifs européens il faut se rappeler que Frontex, qui gère Schengen, a vu quadrupler son budget sur les dernières années, depuis le Bataclan et Charlie. Mais il faut continuer à se doter d'équipes de garde-côtes, garde-frontières pour aider les pays qui sont en difficulté à un moment donné parce qu'ils ont une pression migratoire. Il faut étoffer les négociations avec les pays d'origine pour travailler sur la lutte contre les passeurs, qui sont ceux qui sont à l'origine des flux migratoires et souvent, malheureusement, de drames sur les bateaux notamment. Vous n'êtes pas d'accord du coup avec une partie de la droite sénatoriale, Roger Carucci, qui dit qu'il ne règle en rien la situation, qui ne prend pas les vraies décisions, la droite sénatoriale et la droite en général qui est juste relaxiste. Vous n'êtes pas d'accord avec eux? Alors, je pense que c'est une bonne étape parce que ça permet d'appliquer les règles de manière plus rigoureuse, plus républicaine. Après, est-ce que nous devons avoir un débat sur les quotas? Le Canada a des quotas d'immigration. Pendant la campagne présidentielle, nous avions ce débat. Je pense que ce n'est pas un tabou, il faut en débattre. Mais je ne crois pas que le débat soit mûr aujourd'hui pour l'intégrer dans le texte de loi. Par contre, il faut le cranter. Il faut que ce texte soit d'ores et déjà applicable. Sur le droit du sol, je suis assez réservée pour ma part sur la remise en cause, même si on peut mettre des conditions à l'application, ce qui est en partie déjà le cas, puisque ce n'est pas automatique l'accès à la nationalité. Il faut faire des démarches. Donc là aussi, débattons-en et puis traitons les territoires outre-mer de manière spécifique, là où il y a Et sur le référendum sur l'immigration que propose Laurent Wauquiez? Je crois que les référendums, c'est une seule question, là où il vaut mieux un débat apaisé. Les migrants ont contribué à la diversité et à la richesse de la France. Nous acceptons d'ailleurs des migrants diplômés qui contribuent dans le secteur médical, dans toute une série de secteurs techniques à la richesse et au dynamisme du pays. Donc il ne faut pas poser une question qui serait très populiste et qui attiserait les discours d'exclusion. Pour finir sur ce sujet, durant les débats à l'Assemblée, on a remarqué une certaine convergence de vocabulaire, de discours entre les Républicains et le FN. Est-ce que vous le regrettez ou est-ce que sur un tel sujet, ça ne vous étonne pas? C'est cette convergence que nous constatons depuis de longs mois qui nous a conduits avec les cofondateurs à créer Agir, un mouvement clairement humaniste et clairement européen, qui pense que les solutions sur ces questions de migration sont à l'échelle européenne, puisque nous avons créé ensemble un espace de libre circulation des personnes, des biens et des services. Il est important de le gérer et nous en avons la capacité. Ça a été prouvé ces dernières années sur base intergouvernementale, dès lors qu'il y a une volonté politique. Et il me semble que le gouvernement actuellement a cette volonté politique. On va parler de la réforme des institutions. Le bras de fer se poursuit entre l'exécutif et le Parlement sur cette réforme. L'avant-projet de loi a été transmis au Conseil d'État la semaine dernière. Est-ce une attaque sans précédent contre les pouvoirs du Parlement pour vous ? Il y a des dispositions qui effectivement visent à encadrer le droit d'amendement.
Le débat se poursuit. Le président Larcher a pris des positions fortes. Vous demandez la réécriture du texte comme lui ? Je pense qu'il faut qu'il soit entendu sur les deux dimensions, territoriale et démocratique. Enfin, le droit, la liberté du Parlement à s'exprimer. La dimension territoriale est essentielle. Avec la réduction du nombre de parlementaires, tout le monde en est d'accord. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde soit conscient du fait que ça veut dire qu'on verra encore moins les députés et les sénateurs sur le terrain, parce que, en gros, les territoires seront doublés de surface et de population. Donc voilà, ils auront plus de mal à être présents et donc à l'écoute. Le président Larcher propose, et nous en sommes tous d'accord d'ailleurs dans tous les groupes, qu'il y ait une dimension territoriale, pour qu'il y ait au moins un député, un sénateur par département. Sinon, voilà, la représentation sera difficile. Et on a beaucoup de collègues maires qui ont des toutes petites communes, mais des vastes territoires, qui parfois, par exemple, à la saison touristique, sont beaucoup plus peuplés, et qui, en tout cas, pour lesquels ils ont la responsabilité de gestion. Je pense aux incendies, je pense aux questions de chasse, etc. Est-ce qu'au vu du texte qui a été transmis au Conseil d'État la semaine dernière, le Sénat s'annonce comme le grand perdant de cette réforme ? Attendez, la discussion n'est pas poursuivie. Nous croyons dans le dialogue et l'échange. Il y a quand même des règles pour l'adoption d'un changement constitutionnel qui conduisent chacun à la discussion. Hein. Il faut les 2/3 des parlementaires. Je ne sais pas si le président de la République fera recours au référendum. Chacun se souvient qu'on répond rarement à la question posée. Quand il y a un référendum, c'est toujours d'autres questions du moment, liées à la conjoncture qui domine. Je crois qu'il serait plus sage que ce soit le résultat d'un dialogue approfondi. Sur la question des amendements, des questions plus techniques, il faut vraiment qu'il y ait un dialogue pour que la liberté d'expression et les contre-pouvoirs aussi soient respectés. Pascal Jalabert. Oui, puisqu'on parle des territoires, les Alsaciens ne se sentent pas forcément très bien dans ce Grand Est qui a été créé maintenant il y a 2 ans. Le président de la République, la semaine dernière à Strasbourg, a dit réfléchissez à quelque chose, mais vous restez dans le Grand Est. Quelle est votre position là-dessus ? Moi, je soutiens, comme beaucoup de mes collègues parlementaires alsaciens de toute tendance, l'idée d'une collectivité à statut particulier pour l'Alsace. C'est vrai que les Alsaciens ont un caractère fort, c'est un peu comme les Bretons ou d'autres. Et donc, ils sont un peu orphelins de cette Alsace qu'ils ont partagée longtemps. Et je pense qu'on est d'autant plus à l'aise en France, en Europe, dans le monde, qu'on est bien chez soi. Et l'Alsace, ça fait partie de ces repères forts. Donc, fusion des départements, transfert de compétences de la part de la région et de la part de l'État. C'est vrai que nous souffrons un peu. Les questions sanitaires et de santé d'hôpitaux sont traitées à Nancy. Les questions d'installation d'entreprises sont traitées à Metz. Ça peut sembler loin et les liens entre les gens, entre les décideurs, se sont distendus. Rapidement, il nous reste 1 minute. Dimanche, dans Le Parisien, a été publié un manifeste contre le nouvel antisémitisme signé par 300 personnalités. Nicolas Sarkozy, entre autres, et 3 anciens premiers ministres. Est-ce que vous saluez cette initiative ? Je la soutiens. Nous devons être extrêmement vigilants contre toutes ces tentatives, enfin ces expressions antisémites. Nous avons vu avec l'assassinat de Madame Knoll, des faits antisémites sont portés sur notre territoire. C'est inadmissible et nous devons le dire collectivement. Dimanche, il y a 10 jours, sur la place Broglie, au cœur de Strasbourg, ont été lus les noms qui sont dans le Mémorbourg, le livre de la mémoire, les noms des Alsaciens qui ont été déportés et tués dans les camps de concentration. Ça prend toute la journée pour lire les noms et leur adresse. C'est très émouvant. Nous allons fêter dimanche, nous allons tous aller fêter la journée de la déportation. Nous allons nous rendre au camp de concentration qui est sur le sol français, à l'époque allemand, le Struthof. C'est l'horreur absolue. Souvenons-nous et ne laissons pas s'exprimer la moindre parole antisémite. C'est inacceptable.